Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux présents pour ce premier webinaire consacré au déploiement de Moi Sans Tabac en Occitanie. Ce webinaire il est organisé par EPIDOR, qui est le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier, et donc l'ambassadeur de la campagne Moi Sans Tabac en Occitanie. Moi, je m'appelle Maxime Dubec, je suis psychologue et chargé de projet. Je crois qu'il y a une petite erreur de son. Selon les retours, là, tout va bien. Donc, Maxime Dubec, psychologue chargé de projet à EPIDOR, du coup, Institut du cancer de Montpellier. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble de nos soutiens institutionnels, notamment Santé publique France, qui est le pilote national de l'opération, mais aussi notre pilote régional ARS Occitanie. Bien sûr, l'assurance maladie qui est partenaire de l'opération, et puis la faculté de médecine et l'école du cancer de Montpellier qui ont permis d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier nos 4 intervenants qui sont ici présents pour le volet formation dans le cadre de l'opération Moi Sans Tabac. Et je présenterai aussi notre intervenante professionnelle qui témoignera des bénéfices de la formation au moment où, en fonction du programme que je vais peut-être vous afficher dès maintenant. Voilà. Bon, du coup, concernant le programme, effectivement, je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment se déroule le déploiement de l'opération Moi Sans Tabac, pour ceux qui connaissent peu l'opération. Et ensuite, on essaiera d'aborder comment concrètement mettre en œuvre des actions Moi Sans Tabac dans vos structures ou en tant que professionnel, si c'est le cas pour vous. Et puis ensuite, je laisserai la parole dans l'ordre à nos partenaires formateurs qui interviennent, eux, pour la montée en compétence de tous les professionnels d'Occitanie qui veulent mettre en place des actions et accompagner les fumeurs de manière efficace dans leur sevrage. Je vous signale que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur le site internet de l'Institut du cancer de Montpellier. On vous enverra tous les détails dans le chat. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le module questions-réponses de l'événement. Nous essaierons d'y répondre au mieux. Il y a un temps qui est dédié à la fin du webinaire, vers 15h45. Donc, j'attaque avec le déploiement de l'opération Moi Sans Tabac et notamment par une petite mise au point, un petit tour de contexte sur du coup, le tabagisme en Occitanie. Donc, il faut savoir que les chiffres commencent un petit peu à dater. Malheureusement, ils n'ont pas encore été actualisés, mais les dernières données de 2017 nous informent que plus de 30% des Occitans entre 18 et 75 ans sont fumeurs quotidiens. Donc cela représente 1 200 000 fumeurs quotidiens en Occitanie. Et à l'époque où sont sortis ces chiffres, on se rendait compte que cette proportion de fumeurs quotidiens est bien plus élevée que dans le reste de la France. En 2017, ils étaient un peu moins de 27% de fumeurs quotidiens, donc moyenne nationale, donc versus 30,3% en Occitanie. On a des chiffres. Les données, si vous voulez, les données nationales sont actualisées quasi chaque année. Les dernières données datent de 2020. On sait aujourd'hui que la prévalence a un petit peu baissé avec 25,5% de fumeurs quotidiens en France. Malheureusement, on n'a pas encore accès aux données régionales, mais notre mission également, dans le cadre de Moi Sans Tabac, c'est aussi de vous informer de toutes ces données de prévalence. Donc, c'est ce qu'on fera dès qu'on aura une actualisation des données. À l'époque aussi, en 2017, on se rendait compte que les femmes de la région Occitanie, la prévalence de fumeuses du coup, quotidien en Occitanie était un peu plus élevée que la moyenne nationale. Donc, ce qui nous orientait aussi, nous, dans nos actions, notamment dans le cadre de Moi Sans Tabac, en termes de public prioritaire.
Donc, ce qui est très important notamment de rappeler, c'est qu'il y a des disparités en termes de prévalence tabagique, notamment selon le sexe des individus, le niveau d'études et le niveau de revenus également des personnes. Pour vous donner quelques petites données, donc toujours hein, sur le dernier bulletin de baromètre santé de 2017, on se rendait compte que quasi un tiers des Occitans qui n'avaient pas le baccalauréat étaient fumeurs quotidiens versus 23%, donc 10% de moins pour ceux qui avaient suivi des études post-bac. Donc cela nous alerte sur la question des inégalités sociales de santé qui est évidemment une priorité sur toutes les régions de France, notamment en Occitanie. Et au niveau du niveau d'études, du niveau de revenus, si on comparait à l'époque les trois tranches de revenus, niveau faible, niveau moyen et niveau élevé, on se rendait compte que la tranche la plus faible de revenus était composée de 36% de fumeurs quotidiens, donc bien supérieure à la tranche la plus élevée de revenus avec un peu plus de 20% de fumeurs quotidiens. Il avait aussi été montré dans ces dernières données que les disparités hommes-femmes étaient quand même bien réelles, avec plus de fumeurs quotidiens chez les hommes que chez les femmes. Donc, ces données, elles nous orientent, nous, dans nos actions de santé publique et notamment la campagne Moi sans tabac. Pour rappel, un petit rappel au niveau des données de mortalité, le cancer, chaque année en France, c'est environ 75 000 décès prématurés à cause de ce tabagisme et dont 45 000 par cancer. On sait que malheureusement, un fumeur sur deux décédera prématurément d'une maladie liée au tabagisme. Donc ça, c'est les données nationales, mais en Occitanie, donc on a la même proportion à peu près hein, que le national. On est en moyenne chaque année à plus de 7000 décès prématurés, ce qui représente quasiment 13% des décès totaux de la région Occitanie en un an. Donc pour répondre à ces disparités au niveau de la prévalence tabagique et ses conséquences sur la mortalité des personnes, Moi sans tabac a été lancé en 2016 par Santé publique France, le pilote national de l'opération, avec un objectif, c'est de proposer à l'ensemble des fumeurs de toutes les régions un mois de défi où on ne fume pas, puisqu'on sait qu'un arrêt de 30 jours peut multiplier ses chances de sevrage définitif, donc d'arrêter de fumer définitivement. Et l'esprit de cette campagne a été assez innovant en 2016, puisque au lieu de se concentrer et d'informer les gens sur les risques liés au tabagisme et les méfaits, les dangers du tabagisme, eh bien là, on promeut une campagne qui est positive, où on va se centrer sur les bienfaits de l'arrêt du tabac. C'est ce qu'on va communiquer aux fumeurs. Le ton de la campagne est très bienveillant et non culpabilisant et s'appuie donc sur cet essor collectif qui peut aider les fumeurs à sauter le pas et commencer une vie sans tabac en novembre. Donc l'organisation de l'opération, rapidement, donc on est soutenu au niveau national par Santé publique France, bien sûr, avec le ministère de la Santé et des Solidarités. L'assurance maladie, qui est un partenaire national de l'opération et qui finance notamment des actions Moi sans tabac dans le cadre d'un appel à projet. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et au niveau des pilotes régionaux, donc c'est bien sûr l'agence régionale de santé qui définit cette feuille de route-là pour diffuser cette action Moi sans tabac sur tout le territoire. Depuis 2016, les pilotes désignent un ambassadeur régional de l'opération qui est chargé de la coordination et du déploiement de l'opération en région. Cet ambassadeur, c'est EPIDOR, le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier. Et on a la chance d'être épaulé par des partenaires au niveau du déploiement et de l'animation territoriale, mais aussi du déploiement des formations. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc grâce à nos partenaires que je présenterai au moment de leur intervention.
Un petit rappel au niveau juste des cibles de l'opération Moi sans tabac. Donc, c'est vraiment l'ensemble des bénéficiaires du dispositif, à savoir les fumeurs de la région Occitanie qui souhaitent entamer ou qui se posent des questions sur l'intérêt d'entamer un sevrage tabagique avec, comme en parallèle avec ce qu'on voyait tout à l'heure, au niveau de la prévalence tabagique qui est différente selon des catégories de population. On a bien sûr des publics qui sont définis comme prioritaires par Santé publique France, comme les populations vulnérables au niveau socio-économique, les personnes sous main de justice incarcérées, mais aussi des salariés de secteurs spécifiques dont on sait que la prévalence tabagique est un peu plus élevée, comme dans les secteurs du BTP, de l'hôtellerie-restauration, mais aussi de la grande distribution, par exemple. Et l'ensemble des partenaires de l'opération, eh bien, c'est vous, c'est toutes les structures et les professionnels qui souhaitent relayer cette campagne nationale et mettre en place des actions auprès des fumeurs de prévention ou d'accompagnement au sevrage tabagique. Donc, on a bien sûr l'ensemble des associations de santé, des établissements et services sociaux de santé médico-sociaux, les prescripteurs, on y reviendra un peu plus tard, mais aussi bien sûr toutes les institutions, donc les structures pénitentiaires, les collectivités elles-mêmes, les pharmacies qui sont un très grand relais également bien sûr, et toutes les entreprises, en tout cas toutes les structures du monde de l'entreprise qui peuvent permettre de sensibiliser les salariés. Donc, Moi sans tabac, vous avez peut-être sûrement déjà été exposé à certains contenus de cette campagne qui reste une campagne de communication, en tout cas au niveau national, bien qu'elle se traduise par des actions de terrain sur toutes les régions. Donc, Santé publique France déploie chaque année une vaste campagne dans les médias, mais aussi hors médias, comme sur la plateforme de télévision, radio, avec des spots sur plusieurs antennes de radio, mais également sur le web ou au sein de différents lieux de santé ou même de centres commerciaux pour l'année dernière, par exemple. L'objectif, c'est bien de promouvoir un dispositif national d'aide à l'arrêt du tabac qui s'appelle Tabac Info Service. Donc ça, c'est vraiment l'objet de la campagne de communication nationale et d'encourager l'accompagnement par un professionnel de santé en relayant donc vers différents professionnels. Donc le dispositif, il est composé notamment d'une ligne téléphonique gratuite de Tabac Info Service, d'un site internet national où les fumeurs et professionnels peuvent s'inscrire en tant que bénéficiaires ou partenaires, de tout un programme de coaching par mail pour rester motivé, pour recevoir des éléments de motivation via l'application, via le kit ou via les mails. Un kit d'aide à l'arrêt dont on a quelques exemplaires ici présents qui sont composés de plusieurs petites choses, notamment du fameux programme de coaching, d'une petite roue des économies pour calculer un petit peu ce qu'on pourrait économiser en arrêtant le tabac, mais aussi de diverses documentations qui relaient vers un professionnel de santé. Et le dispositif Tabac Info Service, c'est aussi donc une application mobile et des réseaux sociaux. Donc les grands temps forts de l'opération, donc c'est bien sûr en novembre. En novembre, on arrête ensemble, mais la campagne de communication commence un mois avant, donc dès le mois d'octobre, où l'idée c'est de recruter le maximum de participants et de les préparer justement au sevrage tabagique. Donc les actions de l'ensemble de nos partenaires et des acteurs de l'opération Moi sans tabac peuvent commencer dès le mois d'octobre. Et nous, on le verra en région. Ça commence bien sûr, notre intervention commence bien en amont du mois d'octobre pour vous préparer, vous outiller, vous former sur différentes thématiques pour mettre en place ces fameuses actions auprès des bénéficiaires. En novembre, c'est donc le temps du sevrage où on accompagne les participants au maximum et on met en avant les outils d'aide à l'arrêt du tabac. On les soutient dans cette démarche qui est quand même compliquée. Et en décembre, bien sûr, c'est la poursuite du sevrage avec des actions de prévention de la rechute. On va valoriser chaque tentative d'arrêt. On le rappelle, c'est une campagne qui reste centrée sur les bienfaits et sur le positif. Donc, les missions de l'organisme ambassadeur donc chargé du déploiement de l'opération en Occitanie, c'est de fédérer un certain nombre de structures partenaires. Donc, comme je l'ai dit, l'ensemble des associations, des établissements de soins, des établissements scolaires aussi,
etc., pour mettre en place des actions de promotion du sevrage tabagique. C'est de les outiller. Donc, je vais vous présenter concrètement quels sont les outils disponibles. Et je rappelle d'ailleurs que l'ensemble de ce dispositif est gratuit pour les professionnels, que ce soit au niveau des outils, des formations proposées, enfin, en tout cas gratuits, pris en charge grâce à nos soutiens que sont Santé publique France et l'ARS Occitanie. Donc, de les former sur les techniques efficaces, montrées comme efficaces dans la prévention du tabagisme, et d'organiser différentes actions de terrain, dont des événements grand public qu'on appelle les villages Moi sans tabac. Donc, pour le coup, ce calendrier au niveau régional, il commence donc dès le mois de mai, en fait, avec l'envoi de la première newsletter. On met en place en région Occitanie une newsletter pour informer tous les partenaires de ce qui va se passer à la rentrée, notamment du mois octobre et novembre. Donc, c'est notamment l'occasion de présenter les nouvelles formations, en tout cas sessions de formation pour l'année en cours. En septembre, on commence les réunions départementales où chaque partenaire de l'opération peut être, que chaque partenaire peut joindre pour justement avoir un aperçu de tout ce qui se met en place pendant l'opération, les temps forts. C'est aussi le début, fin septembre, des commandes d'outils Moi sans tabac sur une plateforme dédiée que je vais vous présenter et le début de nos formations. Donc, on en parlera juste après. Oups. Début octobre, c'est, comme je vous l'ai dit, le début de la campagne nationale où démarre donc au niveau par Santé publique France l'ensemble de la campagne donc sur TV, médias, radio, etc. Mais ça se traduit également en région par une vaste campagne régionale de communication que nous on prépare à Épidore. Et en octobre, donc, c'est vraiment le début de toutes les actions, les informations sur l'opération où on va relayer au maximum le message d'incitation à l'arrêt du tabac, où on va inviter les fumeurs à s'inscrire sur les différents outils que je vous ai présentés, notamment Tabac Info Service. On les relaie également en ce moment-là vers l'ensemble des professionnels du territoire par exemple une cartographie des tabacologues présents en région Occitanie. Et on va animer des actions de terrain, grand public ou au sein même des entreprises, en tout cas inviter les participants à venir sur les actions de terrain. Donc novembre, c'est bien sûr la phase de sevrage. On va soutenir les participants et mettre en place des actions d'aide au sevrage tabagique. Et en décembre, un grand temps fort de l'opération, puisqu'on va vraiment remercier bien sûr et valoriser toutes les tentatives d'arrêt qui ont eu lieu et continuer nos actions, parce qu'il y a plusieurs choses dans l'opération Moi sans tabac, notamment les réseaux sociaux régionaux qui continuent en fait toute l'année, où on peut accompagner des fumeurs toute l'année donc sur ces différentes plateformes. Et bien sûr, l'action de nos partenaires ne se limite pas à novembre et au Mois sans tabac, mais continue également et continue d'être un relais toute l'année pour l'arrêt du tabac. Donc, c'est également le cas pour les outils que vous pouvez commander, qui restent en fait accessibles gratuitement à la commande toute l'année sur une campagne, sur la plateforme pro de Tabac Info Service. Donc concrètement, Moi sans tabac, comment mettre en œuvre des actions? Donc, comment être accompagné notamment par vos référents, des référents territoriaux. Donc, pour information, en Occitanie, on a choisi d'initier un partenariat. On a la chance d'avoir un partenariat avec l'IREPS Occitanie qui met à disposition sur chaque département un référent territorial Moi sans tabac pour vous accompagner dans l'animation en tout cas le déploiement de Moi sans tabac. Donc ces référents-là, c'est des ressources vraiment très précieuses pour vous, pour à la fois impulser une dynamique sur votre territoire, vous intégrer à ce fameux réseau de partenaires et fédérer l'ensemble des partenaires présents. Et donc, ça se traduit par l'organisation de réunions départementales, à la fois de lancement en septembre, mais aussi de bilan à la fin de l'opération. Et bien sûr, ces référents peuvent aussi vous accompagner méthodologiquement, c'est une de leurs fonctions les plus importantes, vous accompagner dans la mise en place des actions Moi sans tabac.
Donc cette carte, juste pour info, est disponible sur le site internet de l'Institut du cancer de Montpellier, dont on vous enverra bien sûr tous les liens à la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à contacter vos référents territoriaux. Les coordonnées de ces référents sont actualisées toute l'année. Comment retrouver toutes ces informations? Très concrètement, il y a plusieurs façons. La première étant de se rendre sur le site internet de l'Institut du cancer de Montpellier, donc l'ambassadeur de Monsanto en Occitanie. Ce site web, il vous permet de télécharger les outils qu'on met à votre disposition de manière totalement gratuite évidemment, donc notamment un guide méthodologique pour vous aider à mettre en place des actions. Mais c'est aussi sur ce site que vous pouvez par exemple vous inscrire à notre newsletter pour recevoir au fil de l'eau toutes les informations nécessaires à la mise en place de vos actions. Et c'est donc là que vous retrouvez les coordonnées des référents territoriaux qu'on vous invite à contacter pour faire partie du réseau de partenaires. Ces informations, on les relaie évidemment, comme beaucoup de structures, sur nos réseaux sociaux professionnels, notamment une page LinkedIn et Twitter. Comment s'inscrire aux formations? On évoquera dans le détail le contenu de ces formations grâce à nos partenaires formateurs, mais concrètement, il y a des liens d'inscription qu'on communique donc par le biais des newsletters et dans le cadre de ce type d'opération, donc webinaire, qu'on vous communiquera dès la fin du webinaire pour toutes les personnes s'étant inscrites. Mais vous pouvez bien sûr toute l'année contacter également vos référents qui vous fournissent les liens d'inscription, voire l'ambassadeur. Toutes les adresses de contact sont disponibles. Concrètement, si vous voulez mettre en place des actions Moi Sans Tabac, vous n'êtes pas tout seul dans la création des outils. Vous pouvez commander des outils Moi Sans Tabac, notamment donc les fameux kits d'aide à l'arrêt du tabac, mais aussi des affiches pour promouvoir un petit peu les opérations, des brochures, des flyers, etc., etc. Tout cela est possible via la plateforme nationale Moi Sans Tabac. Si vous tapez dans Google Moi Sans Tabac, Tabac Info Service, vous pourrez accéder au site internet national et vous inscrire sur la plateforme partenaire pour commander des outils gratuitement. Les délais de livraison sont d'environ de 10 jours pour info, donc n'hésitez pas à le faire en amont. Comment s'engager encore davantage dans l'opération? Pour information également, il est possible de bénéficier d'outils qui sont 100% personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple apposer votre logo sur l'ensemble des outils disponibles au national pour cela, et puis aussi recevoir les spots vidéo qui sont totalement diffusables dans votre structure par exemple. Il faut savoir qu'en région, nous, on a également développé différentes ressources vidéo pour informer les fumeurs, mais également les professionnels de cette opération-là. Tout ce pack, on va dire, partenaire, il est possible d'en bénéficier en signant une petite charte partenaire qui également est disponible sur le site internet de l'ICM. Ouais. Et ensuite, comment trouver des idées d'action? Concrètement, si c'est encore un peu flou pour vous, sachez qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place depuis 2016. La plupart de ces actions, elles sont recensées sur une base nationale qui s'appelle la base OSCAR, pour l'Observatoire et le suivi cartographique des actions régionales de santé. Donc la base OSCAR, c'est vraiment une plateforme très précieuse pour vous si vous souhaitez avoir un petit peu des informations sur ce qui a pu être mis en place en Occitanie, mais pas que d'ailleurs, c'est une plateforme nationale. Et vous pouvez également trouver des partenaires du territoire qui sont aussi référencés dans la base OSCAR. Pour information, si vous avez déjà mis des actions en place et que vous voulez être recensé sur la base OSCAR, n'hésitez pas, puisque ça peut aussi permettre de fédérer, de faire du lien entre les partenaires. Par exemple, il y a eu pas mal de typologies d'actions depuis 2016, comme je le disais, notamment la question environnementale revient de plus en plus. Il y a pas mal d'actions de collecte de mégots qui permettent aussi d'avoir une autre porte d'entrée quand on veut aborder la question du tabagisme. Donc ça, c'est observé depuis quelques années. On a bien sûr toutes les actions de consultation tabacologique dédiées dans le cadre de Moi Sans Tabac que vous pouvez mettre en place.
mais également les stands d'information, de sensibilisation qui sont nombreux sur tout le territoire chaque année. Donc sur ces stands notamment, vous pouvez tout à fait utiliser les outils qui sont disponibles à la commande. On a aussi des types d'actions qui abordent des thématiques très liées à l'arrêt du tabac, comme toutes les techniques de gestion du stress, de relaxation, de méditation pleine conscience, mais aussi l'intérêt d'aborder la question de l'alimentation dans l'arrêt du tabac. Donc, il y a beaucoup d'ateliers comme ça qui peuvent se mettre en place. Tout ce qui est lié aussi à l'arrêt du tabac et la grossesse, bien sûr, se fait beaucoup chaque année. Tout ça peut prendre différentes formes. Il y a aussi donc tous les petits jeux, défis collectifs entre équipes soignantes ou équipes interentreprises, voire dans les établissements scolaires. Ça, c'est des types de petits défis que vous pouvez organiser pendant le mois d'octobre et novembre pour sensibiliser et inciter les gens à relever le défi. Donc pour information également, il y a pas mal de structures, on en est ravis, qui déploient des actions auprès des bénéficiaires, par exemple auprès des patients dans les services de soins, mais aussi auprès des salariés de la structure elle-même. Donc ça permet de faire un peu une pierre de coups pour sensibiliser à la fois le public interne à la structure et extérieur à la structure. Donc pour synthétiser un peu tout ça, finalement, il y a beaucoup de leviers à actionner si vous voulez mettre en place des actions. Le premier, c'est de s'informer, donc de suivre un peu, pourquoi pas, toutes les infos qui sont sur le guide national, le guide régional et le site internet, mais aussi d'être accompagné, vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Contactez votre référent territorial pour intégrer les réunions départementales, faire du lien et concevoir des projets pluripartenariaux. N'hésitez pas aussi, si vous voulez mettre en place des actions, à obtenir un soutien institutionnel, notamment si vous voulez faire des choses au sein même de vos structures. C'est très important. Engagez-vous si vous êtes un employeur qui veut mettre en place des actions auprès des salariés. C'est très important de montrer le soutien de l'institution quand on déploie des choses, mais ce n'est pas spécifique au mois sans tabac d'ailleurs. Et demander des financements, donc ça c'est possible grâce notamment, par exemple, à l'appel à projet de l'assurance maladie chaque année. Donc là, je vous invite à contacter votre caisse départementale, votre caisse primaire d'assurance maladie, qui vous donnera les informations sur l'appel à projet. Bien sûr, un moyen de mettre en place des actions d'accompagnement au sevrage efficaces, c'est également les formations Moi sans tabac, qu'on est ravis de déployer depuis le début de l'opération. Je vais vous présenter les 4 thématiques, mais je vais surtout laisser la parole à nos formateurs qui sont présents ici. Et donc, on va commencer par, on a 4 axes, donc 4 thématiques de formation en Occitanie. Donc, je vais laisser la parole à Merlène Griveau, qui est coordinatrice régionale d'activités de prévention et de formation à l'association Addiction France, donc partenaire au niveau des formations Moi sans tabac, qui va vous présenter donc l'axe numéro 1, donc la thématique numéro 1, qui est donc les formations générales en tabacologie, accompagnement au sevrage. La parole à toi, Merlène. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais être amenée à animer donc, ces formations généralistes en tabacologie. Donc, comme indique le mot, c'est des formations généralistes. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de pouvoir, je dirais, il y a 2 facettes de cette formation. C'est d'abord pour des personnes de découvrir la tabacologie. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout un niveau de connaissance préalablement requis pour accéder à cette formation. Et on peut aussi consolider des connaissances, les rafraîchir. Voilà, c'est vraiment l'idée de cette formation. C'est une durée donc d'une journée de 7 heures. Donc en présentiel, on est sur une journée entière et on a également un format en distanciel, donc qui se fait en 2 temps, tout simplement parce que le distanciel, voilà, tenir des personnes une journée, c'est fatigant pour les personnes. Donc on est vraiment sur 2 sessions d'une demi-journée. Donc voilà pour le format. Au niveau du public visé, on va être sur des personnes qui souhaitent initier ou mettre en œuvre la campagne Moi sans tabac, donc soit au sein des territoires ou de leur structure. Donc on a aussi bien les professionnels de santé qui peuvent être des médecins, des infirmiers, des dentistes, des kinés. Voilà, à partir du moment où vous souhaitez vous inscrire un petit peu dans la campagne Moi sans tabac, c'est possible. On a aussi toutes les personnes qui travaillent donc dans les domaines d'éducation et promotion de la santé.
Donc, ça peut être aussi bien des salariés, mais aussi des élus, des bénévoles. On a également aussi des stagiaires ou des volontaires, par exemple les services civiques, qui peuvent être amenés aussi à relayer la campagne à l'année ou de manière plus spécifique au mois de novembre. Et aussi les acteurs donc, de la société civile, donc aussi bien les collectivités, les institutions et le milieu de l'entreprise. Et donc, je le rappelle, voilà, pour pouvoir accéder à cette formation, on n'a pas de formation en tabacologie au préalable à avoir. Au niveau du format, des objectifs, l'idée c'est quand vous ressortez de ces 7 heures de formation, c'est que vous ayez donc des informations générales sur le tabac, le tabagisme, aussi voilà, les modes de tabagisme qu'on peut retrouver en France et en Occitanie de manière plus spécifique, l'accompagnement à l'arrêt ou à la réduction aussi, je le dis ça parce qu'on va parler voilà, de l'arrêt avec la campagne, mais on parle aussi voilà, d'accompagnement à la réduction. Et aussi toute l'évolution des politiques de santé publique qu'on a depuis quelques années. Ensuite, l'idée, c'est que vous repartiez aussi donc, avec des compétences en prévention, donc soit les développer ou les mettre en pratique. Donc là, c'est des messages de prévention adaptés en fonction des publics que vous accompagnez, et parler aussi de la notion de réduction du risque du tabagisme. Et puis en dernière partie, on aura toute une partie où on va développer donc les actions de prévention du tabagisme. Donc là, ça peut être du partage de connaissances en fonction des professions des stagiaires qu'on aura, donc du partage d'expériences. L'idée, c'est que ce soit aussi voilà, en fonction de ce que vous avez pu mettre en place, partager et vivre aussi au sein de votre quotidien et de vos missions. Et puis, au niveau des publics que vous accompagnez, donc on fera un petit focus sur la jeunesse, qui sont publics cibles au niveau des campagnes Moi sans tabac, mais aussi la réduction du tabagisme en général. Les personnes en situation de vulnérabilité sociale, donc ça peut être des personnes en situation de précarité, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être les femmes enceintes, enfin voilà, c'est vraiment, ça englobe tout ce type de population, et également le milieu de l'entreprise. Concrètement, comment ça va se moduler? Je vais vous présenter en fait le programme. Donc au niveau de la première partie, comme le nom de la formation l'indique, on est sur généralité en tabacologie. Donc c'est vraiment d'avoir un peu, de poser les bases au niveau du tabac, l'évolution de l'histoire, comment cette cigarette a évolué au fil du temps. Et de faire un petit focus aussi au niveau de nos représentations sociales qu'on a sur le tabac. Donc c'est un peu de décortiquer ça parce que quand on décortique ces représentations, ça permet après par la suite de mieux accompagner les publics. Et puis ensuite, en séquence 2, donc dans la deuxième partie, on va surtout essayer de comprendre un peu le mécanisme de l'addiction. C'est pour ça, pourquoi est-il difficile d'arrêter de fumer? On entend souvent quand on veut, on peut. Le tabac, c'est plus compliqué, donc on va un peu décortiquer voilà, quelle est l'addiction concrètement, directement liée au tabagisme. Et dans une deuxième partie, on va voir aussi les dépendances. Donc ça, voilà, dans les autres formations, on pourra parler de ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, le tabagisme. On a aussi tout ce qui s'articule autour de ces 3 dépendances. Donc psychologique, comportementale et physique. J'en dis pas plus parce que l'idée c'est de voir voilà ce qui va se passer à l'intérieur de cette formation. Et en troisième partie, là on va voir un petit peu plus le côté pratico-pratique. Donc moi j'appelle ça la boîte à outils. Donc c'est des outils de repérage, comment on repère la dépendance au tabac, les différentes dépendances au tabac. Et puis, donc là, ça va être vraiment une présentation découverte, puisque donc mes collègues qui sont ici présents vont vraiment beaucoup plus rentrer dans le détail de ces pratiques-là, mais c'est les moyens d'arrêt. Donc, on va parler un petit peu de la présentation des substituts nicotiniques. On verra l'entretien motivationnel, les thérapies cognitivo-comportementales et bien d'autres aussi, parce qu'il y en a d'autres aussi. Et pour clôturer, donc ça c'est un petit peu la nouveauté de cette année, en fonction des retours qu'on a pu avoir sur ces formations généralistes, on a essayé un petit peu de faire plus pratico-pratique sur les expériences de chacun, au niveau des messages de prévention et de les adapter en fonction des différents publics. Donc on aura un petit focus auprès de la jeunesse, quel message voilà, on peut véhiculer dans le cadre des campagnes Moi sans tabac et ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. On verra aussi les publics en situation de vulnérabilité sociale et on terminera sur le milieu de l'entreprise. Donc là, ce sera plus voilà, partage d'expérience et essayer d'avoir des petites clés pour accompagner les publics pour l'accompagnement au sevrage tabagique ou la réduction au niveau du tabac.
Donc voilà, je pense que je vous ai présenté en détail et de manière résumée aussi le programme et je vais laisser la place aux formations de prescription des substituts nicotiniques. Merci Merlène. Alors juste pour info, on affiche les dates des formations en fait de cette année. Ce sont des formations qu'on essaie de déployer au maximum, mais dont certaines sessions sont d'ores et déjà complètes, donc victimes de leur succès. Donc je rappelle qu'on communiquera les liens d'inscription à la fin du webinaire. N'hésitez pas à regarder, mais tout en sachant que certaines des sessions seront malheureusement déjà complètes. Donc merci encore une fois Merlène, merci beaucoup. Et je vais laisser la parole pour la deuxième thématique de formation à Céline Albert, qui est infirmière, tabacologue et addictologue à l'association Addiction France également, et notamment à l'antenne de Nîmes. Donc Céline, la parole à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, tac. C'est ça, hein? Ouais, c'était bien. Alors, cette formation, elle s'adresse essentiellement aux professionnels qui peuvent prescrire des substituts nicotiniques, donc à savoir les médecins, y compris les médecins du travail, les infirmiers, y compris les infirmières scolaires, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes et les chirurgiens dentistes. Donc, dans cette formation, on va vraiment, on est sur du pratico-pratique au niveau des substituts nicotiniques et de la prescription, hein. Donc là, on est sur des personnes qui connaissent un petit peu la tabacologie, hein. Donc l'objectif, effectivement, général, c'est de renforcer les compétences des professionnels de santé dans l'accompagnement des fumeurs et des fumeuses. On va se forcer à identifier les différentes dépendances en tabacologie. Merlène vous en a parlé tout à l'heure. La dépendance nicotinique, elle n'est pas uniquement physique. La dépendance au tabac, elle n'est pas uniquement physique. Ce serait tellement facile. Elle est aussi comportementale et psychologique. Donc, il faut pouvoir travailler sur ces différents aspects. On va apprendre aussi à évaluer, alors pas forcément pas uniquement l'usage du tabac, mais surtout le niveau de dépendance au niveau de l'usage du tabac, le niveau de dépendance à la nicotine. Et on verra ensuite, au travers de différents outils, comment on peut accompagner les personnes vers la réduction ou l'arrêt du tabac, hein, puisque on a déjà insisté là-dessus, on n'est pas forcément sur une abstinence totale, même si c'est notre but ultime, mais en tout cas, on passe souvent par la réduction avant d'arriver à l'arrêt, hein. Donc, au niveau du programme de cette formation, on fera un rapide rappel sur le tabac. Ensuite, on verra les 3 dépendances en tabacologie, hein, on le rappelle, hein, physique, psychologique et comportementale. D'ailleurs, j'ai des collègues qui vont travailler ensuite sur les comportements et ensuite, on verra l'accompagnement au sevrage tabagique avec réellement les prescriptions. Alors, au niveau des prescriptions, on va voir il y aura une présentation de tous les substituts nicotiniques qui existent à l'heure actuelle, que ce soit les patchs, les pastilles, les gommes, les inhaleurs. On abordera bien entendu la vape, même si elle n'est pas encore reconnue comme, elle n'a pas l'AMM, hein, pour en tant que substitut nicotinique. On parlera aussi des nouveaux produits, hein, qui arrivent sur le marché avec une cible principale, c'est quand même que sont les adolescents, hein, avec la puff. On parlera des pods aussi. On parlera de tout ça, parce que je pense que c'est important que les prescripteurs soient vraiment au courant de ce qui se fait actuellement et de ce que consomment les fumeurs, parfois très jeunes. Et ensuite, on passera au comment prescrire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mettre sur une ordonnance, le temps de prescription, comment on se sert des substituts nicotiniques, comment on se sert d'un patch, comment on se sert d'une gomme, hein, c'est pas un chewing-gum classique, comment on prend une pastille nicotinique. On verra tout ça dans le détail. Et j'invite donc tous les prescripteurs à nous rejoindre sur cette formation.
Merci beaucoup Céline. Effectivement, donc au niveau, peut-être rajouter une toute petite info pour rebondir, au niveau de la typologie des personnes qui s'inscrivent à ces formations-là depuis le début, et notamment les formations prescripteurs, on a beaucoup d'infirmières, donc on en est ravis également, mais c'est vrai qu'on aimerait que l'ensemble des catégories professionnelles prescriptrices n'hésitent pas en tout cas à s'inscrire et à bénéficier des formations, parce que tout le monde peut être un relais précieux dans l'arrêt du tabac. D'autant qu'on fait des formations du coup en visio de 17h à 20h pour que justement ces professionnels soient disponibles. Tout à fait. Voilà. Merci encore Céline. Je vais passer la parole du coup pour la troisième thématique de formation à Sébastien Mas, qui est tabacologue auprès de la plateforme Tabac Info Service et qui intervient pour le Souffle-Occitanie sur la thématique de formation, initiation à l'entretien motivationnel. Merci. Moi déjà, j'ai envie de participer aux autres formations. Je ne sais pas si je vais réussir à la vendre aussi, bien évidemment. Par contre, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était intéressant de voir que les campagnes maintenant de Moi sans tabac s'orientent sur des messages plutôt positifs. Il n'y avait pas cette idée de dire le tabac c'est mauvais pour la santé, ça si ça suffisait pour arrêter de fumer, ça se saurait. Et donc ça, j'ai bien aimé parce que ça va totalement en droite ligne avec ce qu'on fait en entretien motivationnel, c'est-à-dire aller renforcer une motivation dans un style plutôt collaboratif et non jugeant. Donc c'est vraiment dans cette idée-là. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler un peu ce que c'est que l'entretien motivationnel. Il y a vraiment cette idée. Alors il y a une ambivalence à la base. Il y a une envie de changer, mais il y a une difficulté à changer parce qu'il y a aussi des raisons qui font c'est difficile, qu'on n'a pas forcément envie d'arrêter de fumer. En l'occurrence, là, le comportement, c'est l'arrêt du tabac. Et nous, on va s'axer essentiellement sur le langage de changement. On va laisser tomber, on va écouter tout ce qui est, oui, voilà ce qui serait intéressant, voilà pourquoi j'arrive pas à changer, ok. Mais on va plutôt le laisser de côté. Alors peut-être que sur TCC, ça sera un peu différent. On va le laisser de côté pour vraiment renforcer la motivation et tout ce qui est positif dans l'idée de changer. Avec cette ambiance particulière qui est le plus non jugeant possible, le plus sans a priori, détaché, on écoute, dans l'écoute totale du patient et de ses envies, de ses objectifs. Et c'est ça qu'on va essayer de transmettre dans la formation. Alors ça commence par le public visé, donc déjà, je vais peut-être commencer par ça, mais c'est tous les professionnels du secteur de la santé, médico-social. Ça va au-delà de la tabacologie, l'entretien motivationnel, c'est un style de communication, donc il peut être utilisé dans beaucoup de domaines différents. Là, aujourd'hui, c'est la tabacologie, mais ça sera utile pour vous dans tous les domaines dans lesquels vous travaillez. Donc l'idée, c'est ça, c'est de vous sensibiliser, parce qu'en une journée, on ne va pas pouvoir aborder l'ensemble de l'entretien motivationnel. Il y a un DU qui existe déjà pour ça et ça prend 1 an. Déjà, l'idée, c'est de se sensibiliser à ça, et c'est de comprendre ce qu'est l'esprit de l'entretien motivationnel, ce qui vous permet aussi de voir le décalage potentiel, par exemple, avec vos pratiques, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites déjà. C'est ce que les gens se rendent compte quand ils viennent travailler avec nous. Et ce qui est très intéressant dans nos formations, c'est justement d'avoir des gens avec des métiers très différents, des façons de pratiquer différentes. Et c'est aussi le cas au niveau des intervenants. Nous, on est toujours 2, notamment parce que, et je crois qu'il y a eu des retours là-dessus, Maxime nous dira après, ça a été très apprécié le fait qu'on ait des 2 intervenants qui eux-mêmes ont des métiers et des approches différentes, parce que très complémentaires. Donc on part de vos représentations, de votre façon de travailler, des problématiques de terrain que vous avez, et on voit ensemble, notamment dans la matinée, si c'est cohérent avec l'EM, si l'esprit est là et comment on peut améliorer ça. L'idée, c'est qu'évidemment, vous puissiez améliorer cette motivation. Et ce que je disais dans ce style collaboratif, c'est que s'il n'y a pas de motivation à la base, si la personne n'a pas envie de changer, on ne va pas l'embêter. Il y a bien ça dans le M1. Il n'y a pas de la manipulation. C'est un travail collaboratif. On est ensemble. Vous voulez changer, je vous accompagne. On a un objectif commun. Et je le dis parce que c'est peut-être bien de le préciser. Donc voilà. Au niveau de la journée, donc le matin, c'est vraiment cet esprit qu'on travaille. Et c'est vraiment le plus important de repartir avec ça. Évidemment, on vous donne quelques outils à mettre en pratique dès le lendemain, en fait. On a plusieurs formats de formation maintenant. Depuis cette année, on commence un petit peu à changer et on a envie d'avoir une journée avec un retour possible. C'est-à-dire que si vous avez pu mettre en place des choses, utiliser les outils qu'on a travaillé ensemble, et bien après, on a une demi-journée, c'est une demi-journée de formation où on revient sur votre vécu, les problèmes que vous avez pu rencontrer en les mettant en place, pour pouvoir vous aider à progresser, pour essayer de créer un peu d'autonomie derrière, que vous puissiez continuer votre progression seul.
Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? On travaille surtout, l'idée c'est comme on est dans les sensations, on travaille beaucoup sur donc, ce qu'on appelle des petites ambivalences personnelles vraies. On ne fait pas de jeu de rôle, je le dis de suite pour les gens qui n'aiment pas ça. Moi d'ailleurs, j'aime pas les jeux de rôle. On travaille vraiment sur des petites ambivalences personnelles. Donc c'est des trucs simples, hein. J'aimerais bien faire un peu de sport, un peu plus de sport, j'aimerais bien manger moins de sucre. Et l'idée c'est de pouvoir vivre les choses, de pouvoir ressentir ce que c'est qu'une personne en face qui vous parle un peu classiquement en donnant des conseils, ce qu'on fait toujours avec, par exemple, la famille. Vous le faites peut-être pas au travail, mais en famille, on donne beaucoup de conseils ou avec les amis. Et la différence avec quelqu'un qui est dans l'écoute active et dans les reflets. Et donc, ça vous permet de vraiment ressentir les choses puisqu'on part de quelque chose qui est vrai, de quelque chose une ambivalence qui est vraie pour vous. Donc, on met vraiment l'accent là-dessus toute la journée au travers des exercices qu'on va faire pour manipuler les outils. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a aussi imaginé un niveau 2 parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on fait ces formations. Et il y avait des gens qui avaient envie d'aller un petit peu plus loin. Le but dans le niveau 2, ça va être de voir ce que vous avez déjà fait dans le niveau 1. Donc il y a un petit peu de révision forcément quand même parce qu'il y a beaucoup de choses dans la journée. Elle est assez dense en termes de quantité d'informations. Et on revoit un peu les outils également. Et l'idée, par contre, c'est d'aller vraiment encore plus loin avec la pratique. Qu'est-ce que vous avez eu comme problématique sur le terrain, comment on pourrait faire autrement, on va jouer la situation, donc là on va faire peut-être un peu plus jeu de rôle parce que vous avez joué le patient avec qui vous avez des soucis, potentiellement travailler sur des vidéos, sur des enregistrements, les vôtres, si vous pouvez enregistrer vos entretiens. Donc l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin. Après c'est les dates. Je garde du temps beaucoup pour les questions, parce que je pense que c'est important de voir aussi, en fonction de vos représentations, ce qui peut poser souci, ce que vous aimeriez approfondir. Sébastien, merci beaucoup pour cette présentation très passionnante, hein, comme à la suite des autres. Merci encore. Je vais, d'ailleurs, au niveau des questions, effectivement, on a une petite 10 minutes d'avance sur le programme. Donc, n'hésitez pas aussi dans le chat à poser vos questions. On les note bien, d'ailleurs, on en voit apparaître la plupart, donc on y répondra à la fin lors de la session de questions-réponses. Je vais laisser la parole du coup à Barbara Rampillon pour la 4e thématique de formation sur donc, les théories cognitivo-comportementales. Barbara Rampillon, qui est sage-femme, thabacologue, consultante ergonome et formatrice santé. Merci Maxime. Donc, bonjour à tous. J'arrive aussi, mon intervention arrive aussi dans l'ordre dans lequel la formation est arrivée dans le dispositif Moi sans tabac, puisqu'elle est arrivée il y a 2 ans à peu près et qu'elle est effectivement très complémentaire. Hein, comme Sébastien, j'ai pu entendre un peu toute cette logique d'accompagnement. Et les thérapies cognitivo-comportementales, en fait, cette formation, elle est née aussi d'un besoin et d'un manque, c'est-à-dire qu'il y avait une sollicitation sur, bon, les thérapies, les TCC, il y en a, mais il y a des difficultés à trouver quelque chose qui soit spécifique tabac. Parce que c'est pas évident, il y a des diluts, il y a des choses comme ça, donc j'ai fini par créer, puisque j'ai une expérience clinique de terrain. Donc cette formation, et puis pour revenir un petit peu, c'est très juste ce que disait Sébastien, c'est maintenant, on est quand même dans une démarche d'accompagnement, de modification d'un comportement et pas seulement de sanctions et d'effets néfastes du tabac. Donc là, vraiment, je voyais aussi dans les slides changement de comportement. Donc c'est vraiment que la philosophie, l'approche a évolué et du coup, on peut trouver notre place, nous, dans ces outils particuliers. Alors, cette formation, c'est vraiment de l'initiation, hein, soyons clairs, hein, un peu comme l'entretien motivationnel, il existe des choses bien complètes. L'EM, d'ailleurs, fait partie des thérapies comportementales. C'est un outil dont on utilise. Cette formation, elle s'adresse alors aux professionnels de tout secteur, enfin, médical, médico-social et prévention, qui veulent en fait acquérir une nouvelle compétence dans l'accompagnement des fumeurs et autres consommations. Parce que la réalité, c'est que les fumeurs, souvent, ne font pas que fumer. Et comme moi, je suis sur une approche comportementale, il est aussi important de le souligner. Mais malgré tout, ça reste axé sur le tabac. Donc, ce n'est pas forcément que des prescripteurs. C'est là où il y a une sorte de continuité et d'au-delà. Ce sont des gens qui croisent des fumeurs dans leur pratique, ça s'appelle des médecins du travail, par exemple, des chargés de prévention, bien sûr, des accompagnants, des tabacologues, mais ils croisent des fumeurs et des pharmaciens aussi, et qui se disent à un moment, on est en difficulté, et parfois même c'est ceux-là qui le sont plus, parce que justement, ils ne sont pas prescripteurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réponse à donner.
Donc, vous verrez que la formation, elle a aussi une part pour les prescripteurs qui permet d'aller au-delà, mais c'est ce public-là qui est visé avec un outil, donc je vais vous présenter, qui s'appelle le Smoking Date, que j'ai créé, mais vraiment, cet outil s'adresse à tous ceux qui croisent des fumeurs et qui ont envie d'acquérir une compétence dans l'accompagnement au changement, donc modification de comportement. Parce qu'effectivement, les thérapies comportementales, c'est avant tout une modification d'un comportement problématique. Mais problématique pour la personne. Pas pour l'entourage, pas pour le médecin, pas pour le voisin, pas pour la copine, pour la personne. Et ça, souvent, c'est ce qui pose problème. Malgré tout, l'objectif de la formation, c'est de sensibiliser les participants au fait qu'au-delà de la prescription, au-delà de l'approche médicamenteuse, il y a aussi, j'ai tendance à dire, moi, toujours la nicotine, c'est pour le corps et la cigarette, c'est pour la tête. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect comportemental et comment on peut, à partir des thérapies, accompagner quelqu'un à modifier un comportement pour quelque chose. Donc ça, c'est l'objectif général. De façon précise, vous allez avoir, et c'est vrai qu'il y a certaines formations qui l'approchent déjà, moi je reviens sur les fondements, les bases de l'approche cognitivo-comportementale, les colonnes de Beck, les cercles vicieux, la balance décisionnelle, voilà, ça ce sont les outils. On prendra un temps aussi sur ce que c'est qu'une thérapie comportementale, c'est tout simplement modifier un comportement problématique, point. Pas forcément que tabac, ça s'applique à n'importe quel autre comportement. Et puis, je vais aussi pouvoir, à partir de cette base-là, présenter un outil qui est un outil ludopédagogique que j'ai créé avec mes patients. Donc, vous allez avoir une approche qui est à la fois théorique, mais à la fois très pratique. Ça permet d'aller au-delà. Et en fait, cet outil, je l'ai créé en lien, oui, avec mes patients depuis maintenant 3 ans. Qui est basé sur des cartes. Alors, il y en a qui l'appellent le jeu de cartes. Moi, je préfère dire quand même, parce que c'est vrai que c'est un outil ludopédagogique, tout simplement parce qu'on n'arrête pas de fumer en jouant aux cartes, qu'on soit clair. Oui, sinon, ça aussi, ça se saurait, hein, je crois. Comme deuxième base. Mais en même temps, il est nécessaire de traiter la dépendance tabagique. Alors, le patch ne fait pas arrêter de fumer. Le patch traite le syndrome de manque. Mais pourtant, pour autant, si on a un gros syndrome de manque, on va avoir du mal à se focaliser sur autre chose. Voilà. Donc cet outil, qui s'appelle le Smoking Date, c'est sur base de cartes et qui, en fait, c'est une approche différente, innovante, ludique de tous les outils de TCC appliqués sur une approche ludique auprès des patients. Et en fait, en gros, moi, mes patients sortent et l'idée, c'est de pouvoir vous dire, l'objectif, c'est pas d'arrêter de fumer. L'objectif, c'est quoi? Quel est le sens? Quel sens on met à cet arrêt? En quoi fumer est un problème pour moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Voilà. Et là, on construit ensuite un objectif avec des cartes, on construit des régulations, on construit des alternatives à partir d'expériences. Il y a des golds, on ne paye pas avec, mais il y a des golds, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est surtout une nouvelle posture d'accompagnement. Et en fait, il est tout à fait transposable aux autres conduites addictives, mais là, il a été construit avec des patients fumeurs. Il a aussi été construit avec des patients fumeurs de tout secteur, oncologie, pneumologie, obstétrique et, je dirais, autres, tout venant. Il n'est pas spécifique à un secteur. Donc, cette formation, donc, qui a complètement été créée, elle a été créée justement pour répondre à ce besoin-là. Je ne sais pas comment faire avec le fumeur une fois que je vais donner des patchs. Aussi, parfois, ils peuvent être dépendants à la vape, on parlait de vape. Moi, j'ai des patients qui veulent simplement quitter un comportement de cigarette électronique, quitter des gommes aussi, ou des comprimés. Donc, c'est vraiment au-delà, aller au-delà. Le programme, alors historiquement, c'était 1 jour, et puis après, il y a eu une demande que ce soit un petit peu plus pratique. Actuellement, il est à 1 jour et demi. La première journée, il y a des définitions, principes fondamentaux, découverte des outils, donc je vous ai cité. Et on commence à présenter l'outil ludopédagogique, les cartes. Et le premier jour, chaque participant repart avec un exemplaire du jeu de cartes, un exemplaire de base qui permet en gros d'approcher une dizaine de patients. Le lendemain, on va travailler concrètement sur des cas pratiques, la mise en place de cet outil au sein d'un accompagnement tabagique. Et il y a un deuxième volet. Et là, par contre, celui-ci s'adresse vraiment, et j'insiste parce que malgré tout, il y avait nécessité d'accompagner un petit peu au-delà ceux qui voient et accompagnent tous les jours des fumeurs. Donc, des prescripteurs en l'occurrence,
Donc, il y a une visioconférence qui se fera à distance, qui est une sorte de REC, c'est un retour d'expérience, où là, je vais accompagner pendant une demi-journée ceux qui vont utiliser, tout le monde repart avec le jeu de cartes, mais tout le monde ne va pas forcément l'utiliser au quotidien. Parce que comme tout outil, ça demande, pour pouvoir, c'est un peu comme l'entretien motivationnel, hein, c'est ce qu'a dit Sébastien, si on ne pratique pas, on ne peut pas l'utiliser correctement. Donc, il y a besoin de pratiquer. Ces formations n'ont pas vocation à remplacer la pratique, elles ont vocation à donner des bases, une approche innovante, un outil, mais sans pratique, l'outil ne donnera rien. Donc, il y a une visio d'une demi-journée, et là, ce qui est destiné, donc il n'y en a qu'une, il y a 2 sessions principales, une d'un jour et demi, mais il n'y a qu'une seule visio qui cible vraiment les personnes qui vont utiliser l'outil. Voilà, j'ai fait court aussi pour laisser la place aux questions, mais surtout pour laisser la place à quelqu'un qui a suivi la formation l'année dernière et qui a accepté de témoigner un petit peu de... Donc, je te laisse la présenter, ou je ne sais pas si je dois, voilà. Merci beaucoup, Barbara. Donc, effectivement, on a voulu donner la parole à des témoins, donc à des professionnels qui ont participé. Malheureusement, on n'a pas pu donner la parole à un professionnel par thématique de formation. Sachez quand même que l'ensemble de ces thématiques, elles sont évaluées. L'ensemble des sessions, nous avons beaucoup de partenaires qui les évaluent. Et on est vraiment ravis. Je tiens encore une fois à remercier l'ensemble de nos partenaires parce que c'est des formations qui sont très, très bien reçues. Rien que le fait de vous écouter en parler, c'est passionnant. On a envie de s'inscrire, j'ai envie de refaire. On voit bien aussi qu'il y a vraiment un lien entre toutes parce que comment aborder la dépendance comportementale quand on n'a pas réussi à gérer le manque, le craving, tout ça. Donc tout ceci est hyper complémentaire. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et donc on a Émilie Goujon qui s'est connectée à la plateforme, qui n'a pas pu être présente ici à Montpellier puisqu'elle est à Perpignan pour éviter bien sûr les aléas de la route. Donc on va essayer de vous connecter, Émilie, infirmière azalée à Perpignan qui a été formée sur la dernière des thématiques présentées. Peut-être que, en attendant de voir si on peut connecter Émilie, on peut d'ores et déjà poser, puisqu'il y a d'ores et déjà différentes questions qui ont été posées à nos intervenantes. On peut passer la slide d'après juste pour remettre un peu le programme. Et je vous réinvite à poser toutes vos questions si vous le souhaitez. On avait une question sur les chiffres. Une des premières questions a été sur les chiffres de la région Occitanie, sur justement l'actualisation de ces données, quand est-ce qu'on les aurait à disposition. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous aussi, on les attend avec impatience, que c'est des études qui sont menées quand même régulièrement, mais dont la parution a été quelque peu freinée avec la crise sanitaire, des choses qui sont venues un petit peu en retard. Donc, on attend les prochaines données régionales avec impatience. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous, dès qu'on les a, en fait, dans le cadre de Moi Sans Tabac, on a, comme je l'ai dit, une newsletter et c'est le genre d'infos qu'on communique très rapidement aussi à l'ensemble du réseau de partenaires. Pour info, on a aujourd'hui à peu près 7000 partenaires sur la newsletter. Donc, on l'envoie. Voilà. Dès que, si vous vous inscrivez, sachez que vous les recevrez quand ils sortiront sans faute. On avait une autre question aussi sur la gratuité des formations. Pour vous rassurer, effectivement, c'est pris en charge par nos partenaires et soutien financier. Donc, aucun professionnel n'a à payer ces formations. C'est encore une fois une chance en Occitanie. N'hésitez pas à vous inscrire. Et ensuite, on avait des questions un peu plus spécifiques pour nos partenaires, notamment alors sur la question de la prescription. On avait une question sur les horaires de ces formations. Donc, on a une professionnelle qui demandait, qui disait qu'elle, justement, elle travaillait de 17h à 20h. Donc, comment faire pour en bénéficier? Est-ce qu'on peut lui donner des pistes de réponse? Ou est-ce qu'elle doit attendre l'année prochaine, peut-être, qu'on réfléchisse aux horaires? On avait justement choisi ce créneau-là parce que pour tous nos collègues qui sont en libéral, en général, c'est souvent un créneau qui est quand même plus facile. Alors effectivement, je suis désolée pour cette personne, mais peut-être que l'année prochaine, on pourra voir de faire des sensibilisations finalement peut-être en soirée et aussi en journée, pourquoi pas.
c'est quelque chose aussi qui peut être fait pour rebondir, pour compléter. Donc, bon, cette année, effectivement, les horaires sont ceux-ci. Pour se former aussi sur la question de la prescription, on peut le faire hors dispositif. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des partenaires, Addiction France notamment, qui, je crois, organisent aussi des sessions de formation en dehors de Moi Sans Tabac. Donc, n'hésitez pas à contacter notamment votre référent territorial qui vous oriente. On connaît en fait toutes ces thématiques et tous ces partenaires qui peuvent former en dehors de Moi Sans Tabac. N'hésitez pas à les contacter. Vous pourrez bénéficier d'une formation pour cette année. Je crois qu'on a une bonne nouvelle parce qu'on a Émilie du coup, qui a l'air d'être connectée pour donc témoigner des bénéfices. Bonjour Émilie. Super. Donc pour témoigner des bénéfices de la formation donc TCC que vous avez reçue l'année dernière. Émilie, pour rappel, donc vous êtes infirmière à Perpignan. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup de ça. C'est gentil, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai eu le plaisir effectivement de faire cette formation avec Barbara l'an passé. Alors, c'était pas encore sur un jour et demi, c'était une journée. Donc effectivement, c'est pour ça, je pense qu'il y a eu un jour et demi après, parce que c'était bien de pouvoir utiliser l'outil en pratique, j'imagine. Après, moi, je suis allée aussi la voir une journée en stage dans son service. Donc, c'est là où j'ai vraiment vu comment elle pouvait se servir de son jeu. Alors, je pense que ça a vraiment beaucoup, ce que ça m'a apporté en tout cas, c'est que ça a changé vraiment ma prise en charge des patients qui souhaitent arrêter le tabac, dans la mesure où ça m'a permis d'élargir vraiment les objectifs des patients. Ça leur enlève beaucoup de stress, dans la mesure où on repositionne l'objectif de l'arrêt du tabac plutôt dans un objectif aussi de vie, de rééquilibrage global en fait. Donc ça leur permet de réfléchir à justement tout ce qu'ils ont eu comme expérience de réussite dans leur vie auparavant, hein, que ce soit d'autres sevrages peut-être antérieurs ou autres expériences de vie personnelles. Donc ça, c'est d'une richesse incroyable, je pense, voilà, pour les patients, pour qu'ils se sentent valorisés et qui, voilà, renforcer leur sentiment de capacité, en tout cas, à réussir ce changement dans leur parcours de soins. Après, je dois dire que voilà, j'utilise aussi tout ce que j'ai appris ailleurs que pour le tabac, hein. Ça peut être quand je vois des patients, par exemple, qui sont en surpoids ou qui ont des risques cardiovasculaires. Voilà, ça permet vraiment de revenir sur leur capacité. Voilà, ça c'est le mot important, je pense, et de les valoriser dans le fait de se servir de ces expériences réussies, passées. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Émilie, pour ce témoignage. Je suis ravi à titre personnel aussi de voir que les formations, elles ont un bon impact. Donc, merci d'être venu nous dire tout ça. Merci. Je reste avec vous un petit peu. Merci. Merci. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que dans le chat aussi, on a des personnes qui étaient formées sur d'autres thématiques et qui nous envoient des messages pour dire que eux aussi, ça leur a servi. Donc voilà, je trouve que Sébastien, tu as un bon goût particulier d'un professionnel sur le territoire. Donc voilà, ça pour vous dire que on a eu ce témoignage-là, mais il y en a d'autres donc, qui témoignent de l'efficacité des formations. Ils le disent beaucoup mieux que moi. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, je ne sais pas si on a le support à présenter. Donc, on arrive de toute façon à la fin du programme, notamment sur la partie questions-réponses. N'hésitez pas, encore une fois, à mobiliser le module dédié sur Zoom de questions-réponses. Et je crois qu'on avait une question,
Je vois tout à l'heure une question sur quelqu'un qui demandait où et quand étaient les formations. Donc, hormis on les a affichées sur le support, mais n'hésitez pas aussi à consulter les liens d'inscription qu'on vous enverra, où, je vous rassure, il y a l'ensemble des dates encore disponibles et des lieux. Oui, petite subtilité, en fait, c'est vrai qu'on a un budget précis pour diffuser cette offre de formation précieuse. Et chaque année, on essaie de varier les territoires, on essaie d'intervenir, de proposer des thématiques sur tous les départements, avec les limites qu'on a au niveau budgétaire. Donc, on varie aussi d'année en année les thématiques et les départements. Donc, j'espère en tout cas, et aujourd'hui, bon, avec la situation sanitaire qui a été compliquée en 2020, on a pu expérimenter et faire perdurer les formations visio qui permettent donc bien sûr à l'ensemble du territoire de pouvoir se former sur différentes thématiques. Donc pour ceux qui veulent vraiment savoir où s'inscrire, donc c'est normal, on n'a pas encore envoyé les liens d'inscription. Je vous rassure, ce sera fait dès la fin de ce webinaire pour toutes les adresses que vous avez renseignées lors de votre inscription. Il ne faut pas hésiter aussi à contacter directement, encore une fois, le référent territorial dont les coordonnées se trouvent sur le site internet de l'Institut du cancer de Montpellier. Alors, je regarde un petit peu la liste des questions qui sont nombreuses, donc je vous remercie. J'espère qu'on pourra toutes les traiter. On a une question très intéressante d'une infirmière libérale. Merci beaucoup pour cette question. Alors, si on fait des consultations pour accompagner au sevrage tabagique, est-ce que les patients sont remboursés? Qui rémunère ces consultations? Alors, qui veut avoir une réponse à ça? Ça dépend si c'est un libéral ou un cours. Alors, Sébastien. Alors, c'est une infirmière libérale. Ah oui. Il n'y a pas de cotation spécifique. Il n'y a pas de cotation. Il n'y a pas de cotation spécifique. Il n'y a pas de cotation spécifique tabac. C'est bien justement, c'est chronophage. L'accompagnement est chronophage, pas sur le tabac d'ailleurs. Donc, les infirmières libérales, comme n'importe quelle autre profession libérale de soins, se retrouvent justement pris par le temps. Et du coup, quand on a peu de temps, on prescrit. Mais après, comment on fait autrement? Donc, non, il n'y a pas de cotation. Et c'est vrai que d'avoir l'intérêt d'avoir des outils complémentaires pour essayer d'accompagner différemment pour gagner à la fois du temps. Mais non, il n'y a pas de cotation, malheureusement, et c'est bien dommage. Alors, tous les substituts sont remboursés quasiment. Donc, pris en charge par la caisse primaire et par la mutuelle, 65% par la caisse primaire. Mais effectivement, comme le dit Barbara, il n'y a pas de cotation spécifique pour les consultations infirmières en tabacologie. Donc, par contre, ne pas hésiter à orienter vers différentes structures qui font de l'accompagnement. Il y en a partout sur le territoire, sur chaque région. Donc, après, voilà, il y a effectivement, Merlène a une cartographie, différentes cartographies. Donc, on a celle de Tabac Info Service pour les structures d'accompagnement, mais ce n'est pas une seule cartographie. On a Dicted qui propose des ressources aussi. Émilie qui témoignait, donc qui est infirmière à Veille, donc elle aussi elle est bien, elle a à la fois été formée sur la prescription, mais justement, c'est d'avoir des outils complémentaires qu'elle a ouverts à d'autres approches. Il y a tout à fait moyen, malgré tout, de faire de l'accompagnement sans avoir de temps dédié. C'est ça. Oui. Voilà. Et je pense que moi l'approche, c'est ça. C'est comment on fait de l'accompagnement sans avoir de temps dédié. Il y aura un côté frustrant, par exemple, à utiliser des outils d'entretien motivationnel dans des temps qui sont très courts, mais malgré tout, c'est justement un outil qui permet de pouvoir faire quand même quelque chose d'intéressant dans un temps court. C'est ça. Donc, au final, je pense que ça reste quand même utile parce qu'en 10-15 minutes, on peut faire beaucoup de choses avec le M. Et alors que des techniques plus classiques ou des discussions plus classiques, on peut être un peu bloqué. Donc moi, j'aurais quand même tendance à l'encourager à faire les formations parce que ça sera des outils intéressants quoi qu'il arrive et qui en plus pourront servir dans d'autres cadres. Maintenant, effectivement, je peux comprendre que oui, ce sera compliqué pour elle de mettre en place un vrai suivi sur du long terme avec des séances qui vont durer un peu plus longtemps comme on aimerait pouvoir le faire. Et dans tous les secteurs, pas que libéral, le temps dédié est de plus en plus court. Hein. Surtout que, voilà. Merci pour ces éléments. Je consulte la liste des questions. Donc, il y en a beaucoup qui avaient attrait à celle-ci.
Question très intéressante. Quelles sont vos éventuelles attentes vis-à-vis des URPS, médecins libéraux? Je vais aussi répondre pour les autres URPS. Donc, quelles sont vos attentes sur la campagne Moi sans tabac? Eh bien, honnêtement, n'hésitez pas tout simplement à faire partie du réseau de partenaires. Donc là, de ce que j'ai compris, vous êtes dans le 65, à contacter votre référent 65 pour venir aux réunions départementales. Effectivement, comme vous le notiez, vous pouvez tout à fait être un relais de l'information auprès de vos professionnels, mais vous pouvez aussi tout à fait vous investir autrement, notamment, pourquoi pas, dans votre présence dans les événements grand public qui sont organisés un petit peu partout sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à vraiment rejoindre ces fameux comités départementaux, ces réunions départementales qui font du lien et à apporter votre soutien. Et effectivement, en termes de relais d'infos, c'est très, très précieux. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Alors, je suis infirmière libérale et sophrologue. Puis-je profiter de mon statut d'infirmière pour prescrire lors de mes séances de sophrologie? Pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? Dépend de son statut. Dépend de son statut, si elle est inscrite, si elle est installée sur les deux statuts. Avec un numéro. Tout à fait. Tout à fait. C'est très complémentaire. Ah bah oui, Effectivement. très bien. Donc, des questions diverses sur mais je crois qu'on y a déjà répondu sur la réception des liens d'inscription. Donc, oui, ne vous inquiétez pas, ils vont être envoyés à la suite du webinaire. Une question de Madame Douma. Au vu de la population assez jeune qui n'est pas forcément dans un objectif d'arrêt du tabac, voire qui a tendance aussi à consommer d'autres substances comme le cannabis, comment comment intervenir, comment être efficace chez, par exemple, un lycéen qui trouve dans le tabac ou dans le cannabis un moyen de s'apaiser? Vous pouvez venir à la formation généraliste. Non, on parlera des codépendances. Le cannabis sera évoqué, donc évidemment, ce sera le tabac qu'on parlera tout au long, qui sera le fil conducteur, mais évidemment, on parlera notamment au public jeune. On a cette codépendance qui est très présente, mais aussi auprès des adultes. Donc, on essaiera de décortiquer tout ça parce que voilà, en fonction des cas, ce sera vraiment individuel au niveau des stratégies à déployer et des outils qu'on pourra utiliser. Précisément pour les jeunes consommateurs, on a quand même ce qui s'appelle les consommations, les CJC, les consommations jeunes consommateurs. En général, il y a des CJC dans chaque département. Donc, ne pas hésiter non plus à orienter les jeunes, si vous êtes un petit peu en difficulté, à les orienter vers ces consultations jeunes consommateurs. On les reçoit gratuitement et on les accompagne aussi vers le sevrage ou la réduction de la consommation. Tout à fait, donc les consultations jeunes consommateurs. CJC. C'est ça. Une autre question très intéressante, en tant que chargé de prévention, est-ce qu'il est pertinent de participer aux formations TCC-EM? Alors. J'ai déjà eu, je dis ça parce que j'ai déjà eu une personne il y en a eu quelques-unes qui sont venues. Comme je forme aussi hors dispositif, oui, c'est pertinent, c'est tout à fait pertinent. Parce que c'est d'ailleurs en tant qu'ergonome, j'interviens aussi en entreprise justement sur les consommations. Donc oui, en tant que chargé de prévention, que ce soit d'entreprise ou autre, il est tout à fait pertinent d'avoir un outil, une approche, une posture. C'est vraiment ça la formation qui vous permet d'aborder ces questions-là au sein d'une entreprise, d'une structure. Donc en tout cas, il y a possibilité d'y participer dans la mesure des places disponibles, je dirais. Oui, c'est tout à fait pertinent. Dans ce cas-là, ce serait les 1 jour et demi, mais pas la visio. Voilà, il faut laisser la place plutôt la visio à vraiment ceux qui accompagnent. Parce qu'au-delà de l'outil carte, c'est vraiment une nouvelle approche et une nouvelle posture qui est donnée. Et puis, en elle, c'est un outil. Ouais, nouvelle part chez nous, mais dans d'autres pays, ça fait déjà plus longtemps. Et c'est pour ça que d'un point de vue scientifique, quand on regarde les travaux, les programmes qu'on met en place, notamment moi je travaille parce que je suis ingénieur de recherche aussi sur d'autres programmes de prévention, on voit que ce qui fonctionne dans le programme, ce qui est un atout majeur du programme, c'est la façon
l'esprit dans lequel se déroule le programme. Et notamment l'esprit dans lequel se déroule le programme sur lequel je travaille, il est totalement dans l'esprit de l'entretien motivationnel avec une bienveillance totale, un non-jugement, une capacité à animer un groupe en fait pour que chacun se sente en confiance et puisse développer son discours, ses compétences, discuter librement. Donc pour moi, avoir ces connaissances-là, c'est important parce que dans le futur, je pense que, et parce que si on regarde ce qui se fait déjà aux États-Unis depuis quelques années, en Suisse ou ailleurs, dans le futur, les programmes de prévention vont s'appuyer sur ces approches qui sont totalement respectueux du patient, qui sont vraiment dans la co-construction et la collaboration. On en parle tout le temps, mais dans les faits, on ne fait pas tant que ça. Et là, on est vraiment dans la co-construction et la collaboration. On ne peut pas faire sans. Et donc, s'initier à ces techniques, c'est aussi pouvoir concevoir, imaginer des programmes de prévention qui soient dans cette ambiance-là et qui seront, selon moi, plus efficaces grâce à ça. En tout cas, je pense que tout le monde fait pareil, mais nous, on s'adapte. Il y a une liste de participants, on sait d'où ils viennent, on sait ce qu'ils font, et forcément, et on le sait avant. Moi, j'ai un questionnaire, notamment avant, ce qui me permet d'adapter le contenu et l'approche en fonction du public qui sera là. Voilà. Oui, c'est intéressant. Enfin, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Effectivement, une des premières réactions de certains participants là sur notre webinaire, ça a été de dire, mais pour les publics qui accompagnent les femmes enceintes, est-ce qu'également c'est plébiscité? Et c'est ce que je voulais bien sûr confirmer, c'est-à-dire qu'on a le profil des personnes qui s'inscrivent aux formations et qui constituent aussi, qui permettent d'affiner le contenu, les questions abordées de manière très concrète, c'est ça, en fonction de différents. Et oui, moi je vais pas, moi je suis sage-femme en plus aussi du métier de base, mais je travaille sur l'oncologie, la pneumologie, la psychiatrie aussi. Donc suivant le profil des participants à la formation, le support, les outils vont pas forcément changer. C'est la façon dont on va les présenter, la façon dont on va le faire travailler. Et moi, je parle beaucoup des cas, on est tous pareils, on parle beaucoup des cas pratiques de ce que vivent les participants. Donc, c'est ouvert. Après, oui, tout à fait. On parle vraiment d'eux, en fait. On ne pourrait pas faire d'outils collaboratifs si nous, on ne le fait pas. Ça va être problématique. D'ailleurs, je sais pas, en TCC, je crois que c'est pareil, mais nous, on a des petits groupes pour que tout le monde puisse donner son avis, tout le monde puisse interagir, que tout le monde y trouve sa place. Donc, on a des groupes qui sont limités. Alors, je crois qu'on a fait 10, non Ça, c'est des petits groupes. 10, voilà. 10, 12, ouais, ça nous a été à 12. C'est pour ça qu'on est 2 formateurs aussi. Si on a besoin et qu'on est trop nombreux, on fait 2 mini-groupes sur certains exercices. Donc, il y avait vraiment l'idée qu'on puisse partir de vos, moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais de vos représentations du terrain et votre vécu. On a quelqu'un qui rebondit effectivement avec l'activité de sage-femme, une sage-femme libérale qui aimerait organiser la prise en charge et la réduction de l'arrêt du tabac pour les femmes enceintes dans ce secteur. Elle demande s'il faudrait qu'elle passe par un DU tabacologie ou est-ce que la formation TCC niveau 2 permet de mettre en place cette prise en charge. Alors, il y a un DU de tabaco-périnatalité qui existe. Oui. Si elle veut se former vraiment aller jusqu'au bout des choses, il y a quand même ce DU qui existe, vraiment spécifique, périnatalité et tabacologie. C'est sur un an, c'est ça? Sur un an. Sur un an. Donc c'est vrai que... Après, si c'est vraiment pour monter des consultations d'accompagnement, oui, il est quand même préférable de se doter d'un DU. Après, si c'est pour pouvoir approcher des personnes, parce que je pense notamment pendant les entretiens du 4e mois, qui sont un temps spécifique, là, faire les formations. Par contre, il faut commencer par des formations généralistes de prescription aussi. C'est important. On répond à un craving physique. Et moi, par contre, oui, l'outil TCC, c'est un outil que j'utilise en permanence avec mes patientes enceintes. Donc, c'est utile. Ça donne une autre approche, mais ce n'est pas suffisant. Non, je pense que pour pratiquer la tabacologie quotidienne, c'est très bien le DU, on va dire que c'est le top du top, mais par contre déjà de s'inscrire dans des formations pour se sensibiliser, je pense que la première, c'est aussi le repérage et l'intervention brève. Voilà, c'est ça vraiment la base pour démarrer, je pense, les consultations en tabacologie. Et puis après, voilà, on peut aussi faire des formations pour pratiquer, et c'est ça, au final, c'est la pratique. Donc, ça. Il y a une question, je vois qu'il n'y en a pas d'autres dans le chat, mais il y a une question qui vient pour la prescription justement. Imaginons quelqu'un qui s'est formé il y a 2-3 ans et qui aimerait réactualiser ses connaissances. Il y a des choses qui peuvent bouger au niveau des
des substituts en 2-3 ans, est-ce qu'il est possible de se réinscrire pour actualiser le contenu? Oui, ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Après, au niveau des substituts, il n'y a pas énormément de changements quand même. Par contre, on aborde quand même les nouveaux produits et ça peut être intéressant. Des questions qui reviennent aussi sur d'autres thématiques souvent importantes d'aborder. Au-delà des produits, il y a d'autres pratiques. Des produits et des pratiques qui s'actualisent dans le temps. C'est plus ces pratiques qui... Les fumeurs, ils ne font pas fumer du tabac et des fois, ils ont autre chose. C'est ces pratiques-là qui... Mais pour rebondir sur, enfin, parce qu'après tu as enchaîné, mais Marlène, tu disais c'est toujours bien de se former même en attendant le DU, et je pense que c'est même mieux parce que comme ça on commence à avoir une petite pratique de terrain, et quand on fait un DU derrière, eh ben, on a la pratique de terrain qui est là, on pratique pendant le DU, et les informations rendent beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent. Donc moi je suis d'avis qu'il faut faire ces petites formations qui sont en plus gratuites, qui prennent pas beaucoup de temps, ça vous met la main, vous commencez déjà à travailler, quoi, et puis à trier, c'est à chercher aussi. Je fais trop. Vous commencez déjà à travailler et derrière, ça facilite après les DU qui se passent beaucoup plus facilement. Enfin, on emmagasine mieux les informations avec la pratique. C'est de quoi on parle après. Oui. Donc, c'est à peu près les questions qu'on avait dans le chat et que de toute façon, l'heure de fin approche. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer tranquillement ce webinaire, donc, qui était une première, hein, donc, au niveau peut-être des cours techniques ou de réseau. J'espère que tout le monde a été assez indulgent. Nous, on a été très ravis d'initier ce premier webinaire. Donc, je remercie vraiment l'ensemble des participants. Vous étiez nombreux à vous connecter. Pour rappel, n'hésitez pas à contacter, donc à aller voir les coordonnées de votre référent territorial. Hein, vraiment, j'insiste, mais c'est des ressources précieuses pour l'animation territoriale. J'espère que ce webinaire surtout a été très utile pour vous, pour rendre un peu plus concret le déploiement de l'opération et de synthétiser tout ce qu'on pouvait proposer. Encore merci bien sûr à l'ensemble de nos partenaires associatifs, de nos soutiens institutionnels et financiers. Et je vous informe bien sûr que pour ceux qui peut-être n'auraient pas pu être présents aujourd'hui, qu'il y aura un replay de cet événement qui est enregistré et qui sera aussi disponible sur la page dédiée au mois sans tabac sur le site internet de l'Institut du cancer de Montpellier. Maxime, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. J'ai juste oublié de dire que pour la formation prescripteur, je serai en co-animation avec un médecin. Voilà, c'est important de le dire. Effectivement, on a deux formations, donc prescription et entretien motivationnel, où il y a une co-animation avec un médecin, voilà, tout simplement lié aux besoins de ces formations-là, de co-animation. Merci d'avoir précisé, Céline. Merci. Et vraiment, merci beaucoup à vous quatre d'avoir été présents, à Émilie aussi d'avoir témoigné. Et à bientôt, du coup, j'espère, dans la mise en œuvre de vos actions, Mois sans tabac. Merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup.